bravi amis de la belle langue provençale, bel bonjour en tutti. Nous vous proposons aujourd'hui un nouveau cours sur les sciences cognitives. En effet, depuis quelques dizaines d'années, les sciences cognitives ont fait d'énormes progrès et sont venues à la rencontre des sciences de l'enseignement. Dans le cadre de l'enseignement du provençal en ligne, nous vous proposons une série de cours sur les sciences cognitives avec pour premier but la découverte du fonctionnement naturel du cerveau. Cela permettra de mieux se connaître soi-même, tant il est vrai que nous avons une très mauvaise connaissance de nous-mêmes. Cela concerne l'apprentissage, les mémoires, l'attention, la motivation, etc. Et puis cela nous permettra de montrer qu'il est possible de travailler sur l'adéquation des méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire d'acquisition de la connaissance, plus efficaces et plus pérennes. La somme de tout cela est d'arriver à une meilleure acceptation des méthodes pédagogiques. L'importance des écoles de provençal, des écoles philibréennes, pour l'épanouissement de la langue n'étant plus à prouver, il est temps, pensons-nous, d'essayer d'améliorer l'enseignement et découvrir des outils et des techniques pédagogiques modernes. Le bénévolat ne doit pas exclure la possibilité de se positionner sur un circuit professionnalisant, laissant quand même à chacun sa liberté de choix. Nous avons jusque-là mis fin à quelques fausses croyances, les neuromythes, étudié le principe de fonctionnement du processus, fait connaissance avec nos deux systèmes nerveux et étudié le fonctionnement naturel du cerveau. Ce nouveau cours est consacré à la plasticité cérébrale, à la mémoire, ou plutôt à nos mémoires, et à l'importance qu'il y a de se questionner pour un apprentissage efficace. Voyons maintenant le plan de la séance de travail. D'abord, nous allons faire un petit rappel sur ce qu'est la plasticité cérébrale. Puis, nous verrons l'apprentissage et le fonctionnement cérébral, les mémoires, les neuromythes. Et nous verrons le rôle des mémoires dans l'enseignement, dans l'apprentissage, et nous verrons l'importance qu'il y a de se questionner. Mais tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est la plasticité cérébrale, non sans le petit avertissement que nous vous proposons avant chaque cours, pour vous dire que la série de cours que nous vous proposons sur les sciences de la connaissance a été inspirée et bâtie sur les bases d'une formation reçue au Centre des écoles doctorales Saint-Charles de Montpellier. Une formation assurée par le professeur Madame Valérie Ferrandez, à qui nous adressons nos sincères remerciements, car sans le partage de son savoir, nous n'aurons pas été en mesure de vous proposer de concevoir ce programme. Donc, pourquoi parler des systèmes nerveux, du cerveau, des neurones, etc., et puis des objectifs pédagogiques et d'apprentissage? Quel est le rapport? Bien, un petit rappel pour commencer, pour dire qu'effectivement, les modalités d'apprentissage doivent respecter le fonctionnement naturel du cerveau, et cela tout simplement parce que le cerveau des étudiants, des apprenants, se configure différemment selon les modalités pédagogiques pratiquées. La plasticité du cerveau, qu'est-ce que la plasticité du cerveau? La plasticité neuronale, neuroplasticité ou plasticité cérébrale sont des termes génériques qui décrivent les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier lors de l'acquisition de la connaissance, lors des apprentissages. Elles s'expriment par la capacité du cerveau de créer, de défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les connexions de ces neurones. Le cerveau, ainsi, est qualifié de plastique. Voyons l'apprentissage et le fonctionnement cérébral avec les mémoires et nous allons encore essayer de mettre fin à quelques neuromythes ou tout au moins faire un petit rappel à ce sujet. Apprentissage et fonctionnement cérébral. Que se passe-t-il quand on apprend? Je n'ai pas beaucoup de mémoire. Pourquoi oublie-t-on? Est-ce grave d'oublier? Comment ne pas oublier? Mais au fait, qu'est-ce que la mémoire? En ce moment, je ne retiens rien. Je manque peut-être de sommeil. Pourquoi téléphoner quand on conduit est-il dangereux? Je fais des choses sans réfléchir et ça fonctionne. Pourquoi? J'ai l'impression que je me souviens de tous les détails de mon enfance. Où est la vérité? Nous allons commencer par un petit test. Nous allons vous présenter 15 mots à raison d'un mot
toutes les 2 secondes. Le but, eh bien, c'est d'essayer d'en retenir un maximum. Vous êtes prêts? C'est parti. Question, quels étaient les 15 mots proposés? Combien en avez-vous retenu? Les voilà, ces mots. Les voilà, donc direction jusqu'à découverte. Alors on a mis un mot sino-herzeg, exprès un petit peu pour déboussoler un petit peu les apprenants. C'est pas méchant, ça fait partie du test. Alors il faut savoir que George Armitage Miller, qui a traversé une bonne partie du XXe siècle, est un psychologue américain, professeur de psychologie aux universités de Harvard et Princeton. Ses travaux de recherche ont contribué à fonder la psychologie cognitive. L'empamnésique est une notion introduite par George Armitage Miller en 1956 dans ses travaux sur la mémoire. L'empamnésique désigne le nombre d'éléments que l'on peut restituer immédiatement après les avoir entendus. Ce nombre est de 7 plus ou moins 2. Il a développé tout cela dans son livre intitulé The Magical Number 7 plus or minus 2. Mémorisation à court et à long terme. Dans 2 articles publiés en 1966, Alan Baddeley compare les performances de mémorisation à court et à long terme de 4 types de listes de mots. Le premier type de liste est constitué de mots phonologiquement proches, mad, man, cap, can, map, mais sémantiquement sans rapport. Le deuxième type de liste, à l'inverse, est constitué de mots dissemblables sur le plan phonologique, pen, day, rig, bag, sup. Le troisième type de liste est composé de mots sémantiquement proches, big, hug, great, long, tall, mais effectivement à la phonologie différente. Et pour terminer, le quatrième type de liste est constitué de mots sans rapport sémantique particulier, old, late, thin, wet et hot. Les résultats montrent des écarts de performance entre les listes différents selon le type de tâche, mémoire à long terme ou à court terme. Pour la tâche de mémoire à court terme, il s'agit d'un rappel ordonné immédiat d'une liste de 5 mots, un petit peu dans le style de l'exercice que nous venons de faire. Le premier type de liste présente des difficultés, 10% seulement de rappel correct, alors qu'aucune différence n'apparaît entre les 3 autres listes. Pour la tâche de mémoire à long terme, rappel différé d'une liste de 10 mots, les performances aux 2 premiers types de listes ne diffèrent pas significativement, alors qu'un écart assez net est constaté entre la 3e liste, mots sémantiquement proches, et la 4e, mots sans rapport sémantique. Ces résultats suggèrent l'utilisation de 2 codages distincts avant la mise en mémoire pour les tâches de mémoire à court terme et à long terme, et donc potentiellement l'existence de 2 systèmes différents. La mémorisation, les mémoires, parce que nous avons plusieurs mémoires. Elles se différencient, ces mémoires, par d'abord la nature des éléments retenus. Il peut s'agir d'une poésie, d'une chanson, d'un cours récemment appris. Il peut s'agir d'un souvenir d'enfance ou simplement comment fait-on du vélo et comment conduit-on une voiture. Elle se caractérise aussi par la durée de rétention des informations relatives à l'oubli, donc. Cette rétention peut durer quelques secondes, elle peut être courte ou très longue. La quantité d'informations, c'est une évidence. Et puis, le mode d'accès, implicite ou explicite. Alors, implicite, dans le cas où il va s'agir, comme nous allons le voir, de tâches automatiques, comment conduire la voiture. Nous n'allons pas nous-mêmes, consciemment en tout cas, interroger notre mémoire pour savoir comment il faut faire. Et explicite, par exemple, si on doit faire appel à un souvenir,
il faudra faire un effort de mémoire et là, c'est nous qui allons provoquer cet effort. Mémoire de travail, pour commencer. Elle s'occupe de la fonction exécutive. C'est une mémoire qui est pratiquement tout le temps en exécution. Elle sert à la résolution de problèmes. Elle comprend la notion d'impannésique, comme nous avons vu, c'est-à-dire retenir une liste de mots, par exemple. La mémoire procédurale, eh bien, c'est une mémoire où se logent les automatismes, les répétitions. Sa capacité est illimitée et sa méthode d'accès est implicite. La mémoire sémantique, elle s'occupe des connaissances, de la lecture. Elle peut mémoriser pendant des années de façon quasi illimitée au niveau de la quantité d'informations et son mode d'accès est explicite. La mémoire épisodique, c'est celle qui est liée à l'histoire personnelle, le contexte, dont les souvenirs d'enfance notamment. Elle a une durée illimitée et son mode d'accès est explicite. Pour terminer, la mémoire sensorielle, liée donc aux 5 sens, elle ne retient pas longtemps, moins d'1 seconde. Par contre, toutes les informations peuvent être retenues. Donc, si nous récapitulons, nous avons la mémoire de travail, la mémoire procédurale, qui s'occupe des automatismes, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, qui fait appel aux souvenirs d'enfance, par exemple, et la mémoire sensorielle. Voilà les 5 types de mémoire. Parlons du rôle de ces mémoires et de l'importance qu'il y a à se questionner. Rôle des mémoires dans l'apprentissage. La mémoire est le support de l'apprentissage. J'apprends une langue en l'étudiant et je la parle en puisant les mots dans ma mémoire. La mémoire encode et rappelle les informations apprises. On retient mieux lorsqu'on peut relier la nouvelle information à des connaissances déjà acquises et solidement ancrées dans notre mémoire. Donc on voit que l'acquisition du savoir et des compétences vient s'adosser sur des acquis. Quelle est la conception populaire de l'apprentissage? Alors quand on apprend, eh bien, on vient encoder l'information apprise, on va la stocker dans notre mémoire. Quand on restitue lors d'un examen ou d'une évaluation, par exemple, eh bien, on fait effectivement une récupération de ces informations depuis la mémoire et nous allons la restituer telle que nous en souvenons. Notons que le processus de récupération est neutre, il ne produit pas d'apprentissage, il ne produit pas d'acquisition de la connaissance. Alors, où se situe l'apprentissage dans tout ça? Nous allons regarder une vidéo. Mais je pense qu'il y a certains éléments qui peuvent être apportés par l'enseignant. Un premier élément qui est intéressant, c'est que la vaste majorité des enseignants utilisent les évaluations formatives, ce qui est très bien, sauf qu'ils donnent accès aux notes aux étudiants, au matériel. Et ça, c'est problématique puisque ça empêche les étudiants de pratiquer leur mémoire pour récupérer l'information. Donc, il serait déjà souhaitable que les enseignants utilisent certaines notions comme l'importance de pratiquer la récupération de l'information dans leurs cours. Ils pourraient utiliser aussi l'espacement. Vous avez peut-être remarqué que les enseignants, j'en suis un, je fais la même chose, là, c'est assez complexe à changer, mais nous avons tendance à dire, bon, les 3 prochains cours, c'est sur le chapitre 1. Ensuite, c'est le chapitre 2. Ensuite, c'est le chapitre 3. On va parler de telle chose. Quand on aura parlé de ça, on va parler de telle autre chose. Or, il serait préférable peut-être d'utiliser l'espacement et l'entrelacement aussi. Dans le sens où, par exemple, un professeur dit aujourd'hui, on va diviser le cours en 2 parties. En première partie, on va parler un petit peu de tel chapitre. Et puis ensuite, on va passer à un autre chapitre. Puis le lendemain, on reviendra sur ce premier chapitre pour compléter. Donc, en ce faisant, l'enseignant espace l'apprentissage de la matière, il espace la présentation de la matière et il amène aussi de la diversité au niveau de la classe. Ne présupposez pas que les étudiants savent ce qu'ils font lorsqu'ils étudient. Les étudiants ont des stratégies qui
ne sont vraiment pas efficaces et ils croient à tort que ces stratégies-là sont efficaces. Moi, j'utilise beaucoup des graphiques, je synthétise des résultats d'études et que je montre aux étudiants. Et je montre les différences dans les scores d'examen entre des étudiants qui ont fait telle stratégie. Et ça a un impact sur comment les étudiants vont par la suite venir, quelle stratégie ils vont employer par la suite. Donc, il serait souhaitable que les professeurs passent moins de temps à exposer, à présenter de l'information à leurs étudiants, plus de temps à aller demander à leurs étudiants de récupérer de l'information. Le fait de récupérer l'information modifie l'apprentissage. Le fait de récupérer l'information fait en sorte que nous serons plus capables, que ça augmente la probabilité que nous serons capables de le récupérer dans le futur. La majorité de l'étude devrait être basée sur ce principe-là, et non pas sur le principe de revoir l'information, de la réencoder. Parce que réencoder l'information, c'est bien beau, mais ça ne garantit pas que nous y aurons accès, que nous serons capables de la reconstruire quand viendra le temps. Et c'est ce qu'on souhaite ultimement. Alors, que nous a dit Mathieu Gagnon? Il nous a dit deux choses essentielles. D'abord, qu'il vaut mieux aller vers un enseignement groupé ou entrelacé en alternant les matières et les chapitres. Encore faut-il que la matière enseignée le permette. Mais il nous a surtout proposé de faire en sorte que ce soit l'apprenant qui aille vers l'information à apprendre. Qu'est-ce que cela implique donc? Eh bien, ni plus ni moins que de forcer l'apprenant à se questionner pour construire l'information dans sa mémoire, pour construire le savoir acquis. Donc, rappelons un petit peu le fonctionnement du processus. Nous avons un effet désiré. Nous envoyons cet effet à l'entrée d'un émetteur d'action. Nous agissons et nous obtenons un effet. Cet effet obtenu EO n'est pas immédiatement en correspondance avec l'effet désiré. Ce qui veut dire que nous allons entrer dans une phase de contre-réaction, dans une boucle de feedback, pour venir contre-réagir à l'entrée de l'émetteur d'action, pour faire en sorte que petit à petit, nous resterons dans cette boucle jusqu'à ce que nous obtenons effet obtenu égal à effet désiré, ou alors effet désiré moins effet obtenu égal à 0. Et n'oublions pas que dans le processus, le plus important est la boucle de contre-réaction. Sans cela, on dit que le processus est fou. Processus en apprentissage, donc, se questionner. Face à toute expérience de vie ou d'acquisition de la connaissance, le cerveau cherche involontairement ou volontairement des réponses possibles, donc il émet des hypothèses. Ces hypothèses, elles vont rentrer en feedback, en contre-réaction, en tenant compte d'erreurs probables de prédiction. C'est pas bien grave. On va travailler sur l'erreur de prédiction et là, nous aurons mémorisé en même temps que nous allons apprendre. Retenons quand même qu'il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Nous allons faire un petit rappel de quelques neuromythes. Affirmation 1, quand on apprend une fois, on retient. Rappelons-nous que cela est faux. Le premier apprentissage n'est qu'une trace à consolider. Peut-on dire d'une étudiante qui apprend en lisant et ou en écrivant, et ou en surlignant, et ou en renseignant des fiches, et ou en employant d'autres méthodes, qu'elle a choisi les meilleurs moyens pour apprendre? Eh bien, non. C'est un neuromythe. En fait, si l'on veut vraiment évoluer en apprentissage, le meilleur moyen, c'est de se questionner. Se questionner, nous allons le répéter comme un leitmotiv. Donc, pour un apprentissage efficace, lire et relire ses cours, surligner, entourer, indiquer, renseigner des fiches, etc., eh bien, ça n'est finalement qu'un biais de familiarité qui donne une illusion de maîtrise et dont l'effet positif n'est qu'à court terme. Ah, je vous vois déçu, mais c'est pourtant là la vérité. Donc, se questionner. Je lis et j'écoute,
Je prends connaissance, je cherche à comprendre, mais je ne retiens pas. Donc, je m'interroge, et là, je retiens beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ne pas confondre prendre connaissance d'un problème, chercher à comprendre son énoncé et retenir la réponse. Ce n'est évidemment pas pareil. Se questionner, c'est vraiment la trace d'un véritable apprentissage. Les pistes pédagogiques, alors ce sont davantage des techniques de mémorisation que des techniques de contrôle. Les outils comme Quizlet, Socrative, Anki, il y en a 62 en tout, sont des outils pédagogiques adaptés au fonctionnement naturel du cerveau. Ces outils permettent de réactiver les faisceaux neuronaux et donc d'entretenir et pérenniser le savoir. Avec de tels outils, l'apprentissage est individuel, mais la réactivation est collective. Ils sont donc adaptés parfaitement à l'acquisition de connaissances, à la formation. Il est simple de se familiariser avec eux. Ils sont d'une aide précieuse. Résumé du cours d'aujourd'hui, nous avons vu la plasticité du cerveau, en quoi ça consistait. Nous avons vu le fonctionnement cérébral. Nous avons parlé des mémoires et leur rôle dans l'apprentissage. Nous avons vu que se questionner, c'était là un véritable apprentissage. Et nous avons vu les outils d'apprentissage, ces précieux alliés. Prochain cours, nous parlerons de l'oubli, des tests des outils et de l'attention. Et si vous avez besoin d'une ressource pédagogique quelconque, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message à l'adresse électronique située en rouge au bas de l'écran. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à l'heure de se réveiller per un nouveau rendez-vous. D'ici aquí tenez-vous fier et gaillard, avanças d'un paleri, brave monde, adesias.